La guerre en Ukraine entre dans une phase charnière. Peut-être le plus grand tournant depuis 2022. Probablement le dernier. Les nombreuses composantes de l'édifice extrêmement complexe d'une guerre de cette ampleur atteignent leur point culminant près de 3 ans plus tard. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que dans nos premiers reportages sur la guerre, au début de chaque épisode, nous indiquions le jour exact du début de la guerre. Nous avons à présent dépassé le 1000e jour de la guerre. Après une si longue période d'échanges intenses, les deux camps sont épuisés. Mais comme s'ils voyaient la ligne d'arrivée, ils essaient de pousser l'autre pour faire pencher la balance en leur faveur à la fin. Si c'était agi d'un duel direct, sans l'intervention d'acteurs tiers, l'issue aurait été facile à prédire à l'avance. Le plus grand aurait gagné. Mais ce n'est pas le cas. Cette équation est complétée par une troisième variable X. Cette variable est Donald Trump. Le problème est que nous ne savons pas comment cette variable se comportera, quelles seront ses priorités et quelles seront ses politiques, car les annonces électorales et la réalité ne sont généralement pas les mêmes. Dans l'épisode précédent, nous avons déjà essayé de trouver quelques traces de scénarios possibles à l'égard de l'Ukraine. Après quelques semaines supplémentaires, nous en savons un peu plus. Alors, après 1000 jours, essayons de rassembler les principaux facteurs déterminants et de comprendre où se dirige la plus grande guerre que l'Europe ait connue depuis près de 80 ans. Bienvenue dans le rapport des années 20. Les soldats et les commandants disent qu'ils sont gênés par le manque d'infanterie de combat après des années de combats intenses et, tout aussi important, par le manque de commandants de sections de compagnies expérimentés pour mener au combat des recrues qui n'ont jamais fait leurs preuves. Cela conduit à un effilochage des lignes ukrainiennes qui a permis à la Russie de réaliser ses plus grands gains depuis les premières semaines de la guerre. C'est ainsi que Mark Santora a décrit la situation des Ukrainiens sur le front dans un article paru dans le New York Times en novembre. Les troupes ukrainiennes sont épuisées, souffrent d'un manque de commandants de qualité et d'effectifs insuffisants. Après 3 ans de guerre, l'Ukraine est tout simplement à court d'effectifs, et il est presque certain qu'elle perdra la guerre sans le soutien de l'Occident. Qui plus est, elle pourrait la perdre bien plus gravement qu'il ne semble le faire depuis 2 ans. Ces images montrent l'avancée progressive de l'armée russe vers Pokrovsk et Kourakove au cours des 4 derniers mois. Les rapports du front font état d'effectifs tragiquement faibles dans les tranchées. La situation est très critique, a déclaré East, l'indicatif d'un commandant d'une unité de drones travaillant autour de Pokrovsk. Nous manquons d'infanterie pour combattre et tenir un certain temps, pendant que les drones font leur travail. C'est pourquoi nous voyons souvent des situations où l'ennemi pénètre de manière incontrôlée dans des zones vulnérables. Un commandant a déclaré que Selidove, une ville clé située à l'extérieur de Pokrovsk et prise par la Russie en octobre, était défendue par seulement 6 positions ukrainiennes, ce qui, selon lui, signifiait qu'une 60aine de soldats participaient à l'opération. Ils ont été rapidement cerclés, dépassés en nombre et ont battu en retraite avec des pertes importantes. Outre la quantité, la qualité est également un très gros problème. Andrei Biletsky, commandant de la 3e brigade d'assaut, attire particulièrement l'attention sur cet aspect dans une interview accordée à la Pravda ukrainienne. Actuellement, 80% des instructeurs des centres de formation n'ont jamais fait la guerre. La question se pose donc de savoir ce qu'ils peuvent enseigner, demande l'Ukrainien de manière rhétorique. Il estime que l'Ukraine devrait viser un état de 4000 instructeurs professionnels capables de former 40 000 personnes à la fois, soit 10 par instructeur. Par ailleurs, M. Biletsky estime que l'hiver ne ralentira pas les opérations militaires et pourrait même constituer un programme plus important pour Kiev, qui compense ses manques par une utilisation habile des drones. Des conditions difficiles pourraient rendre leur utilisation plus délicate. Les Nord-Coréens, en revanche, ne sont pas aussi inquiétants que les armes et les munitions que le régime de Pyongyang envoie à Moscou. Ce que les Nord-Coréens ont fourni aux Russes correspond à peu près à la quantité de munitions d'artillerie que tous les pays de l'OTAN nous ont fournies en près de 3 ans. C'est un problème, déclare Biletsky. Il reconnaît que les munitions sont de qualité inférieure, mais elles existent.
Sans elle, les Russes seraient confrontés à une énorme pénurie de munitions. Les pèlerinages incessants des Russes à Pyongyang le confirment. Le ministre de la Défense Andrei Belousov s'y est rendu récemment. Au total, Biletsky estime que la guerre d'aujourd'hui est la plus difficile de l'histoire du pays, peut-être même plus que celle du printemps 2022. Kiev est donc dans les cordes. Elle n'est pas encore éliminée, mais un nouveau coup risque de briser la ligne de front, qui vacille dans la région de Pokrovsk. Les Ukrainiens commencent à reculer. Et Moscou sent la faiblesse. Elle envoie des milliers de ce que Biletsky appelle de la chair à canon en Ukraine. Sur les cadavres de ses propres soldats, le Kremlin avance en rampant. Une tactique qui correspond si bien à l'archétype du commandant russe. La dynamique des pertes du côté russe le démontre clairement. La Russie veut mettre fin à cette guerre à ses conditions, quel qu'en soit le coût. Chaque jour, les Russes devraient perdre jusqu'à plus de 1500 personnes. Rien qu'en novembre, jusqu'à 45 000 soldats pourraient avoir été blessés ou tués. En d'autres termes, seul l'objectif compte, et le coût humain pour y parvenir n'est qu'une statistique. Le Kremlin a récemment publié la forme qu'il souhaite donner à l'Ukraine. Selon le quotidien allemand Bild, le pays serait divisé en 3 zones. Le premier, le plus à l'est, irait directement à la Russie. Il s'agit plus ou moins des territoires actuellement occupés. La seconde partie, la plus grande et la plus centrale, constituerait une création parapublique pro-russe, c'est-à-dire un État de type biélorusse. La troisième, à l'ouest, serait une zone contestée, à déployer entre la Roumanie, la Hongrie et la Pologne, ce qui est un stratagème classique de la Russie pour démembrer l'Ukraine. Sous cette forme, le plan réaliserait presque entièrement les objectifs favorables de Moscou. L'Ukraine sous sa forme actuelle cesserait d'exister. Et si nous nous arrêtions à ce point, l'inefficacité ukrainienne et la prédominance de la chair à canon russe, on pourrait supposer que l'exécution de ce plan ne serait qu'une question de temps. Mais un problème se pose. Un problème qui a récemment pris le visage de ce vieux monsieur. Le 27 novembre, Keith Kellogg a été nommé par Donald Trump assistant du président et envoyé spécial pour l'Ukraine et la Russie. L'octogénaire a de facto reçu l'onction pour le rôle le plus important, dont les mouvements détermineront le sort de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bien sûr, au cours de l'année écoulée, nous avons beaucoup entendu Donald Trump dire que la guerre prendrait momentanément fin une fois qu'il prendrait le pouvoir. Toutefois, comme nous l'avons longuement évoqué dans le dernier épisode, la situation est beaucoup plus nuancée et n'est en aucun cas nulle. En résumé, le problème de la fin rapide de la guerre est que les Américains veulent y mettre fin en position de force, en acceptant plus ou moins la division actuelle et en donnant aux deux parties quelque chose qui les satisfasse au moins partiellement. Pour les Ukrainiens, un soutien militaire et certaines garanties de sécurité. Pour les Russes, en revanche, il s'agit d'une levée partielle des sanctions et des territoires qu'ils ont déjà conquis. Pour plus de détails sur le plan de paix potentiel, nous vous renvoyons l'épisode « L'équipe de Trump rompt le statu quo ». Le fait est que, étant donné que les Russes s'en sortent plutôt bien sur la ligne de front, d'un point de vue macroéconomique, et que leur économie est axée sur la guerre, ils ne sont pas du tout désireux de mettre fin à la guerre dans ces conditions. Au contraire, ils envoient des signaux indiquant que, dans l'état actuel des choses, c'est inacceptable pour eux. Ils veulent atteindre les objectifs initiaux de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire la défaite complète de l'Ukraine, la capitulation du gouvernement Zelensky, la soumission, conformément au plan de paix décrit dans le Bild, et une nouvelle architecture de sécurité en Europe et dans le monde. Pour ces raisons, l'ensemble des échanges tend actuellement vers l'escalade. Et cette escalade est observée des deux côtés. Toutefois, plus qu'entre la Russie et l'Ukraine, cette escalade se déroule actuellement entre la Russie et les États-Unis, l'Ukraine jouant le rôle d'intermédiaire. Avant d'examiner la dynamique de cette escalade, jetons un coup d'œil sur Kellogg lui-même, le nouvel as qui vient de joindre le jeu de Trump pour jouer avec le Kremlin. Kellogg, général de l'armée américaine à la retraite, n'est pas un hasard. Outre sa vaste expérience militaire, il a combattu au Vietnam, entre autres, il a également occupé de hautes fonctions administratives. Il est intéressant de noter qu'il a été conseiller en matière de sécurité nationale de l'ancien vice-président de Trump, Mike Pence,
qui a ensuite renoncé à coopérer avec l'actuel président élu. Malgré cette affinité, Trump l'a choisi. Dans un article publié en avril pour l'America First Policy Institute, un groupe de réflexion proche du cercle de M. Trump, M. Kellogg a exposé en détail son point de vue sur la guerre. D'emblée, l'Américain décrit la guerre comme un défi extrêmement complexe pour l'Amérique, souligne qu'elle doit être envisagée sous l'angle de l'intérêt national américain et prévient qu'elle pourrait dégénérer en conflit nucléaire. Ce faisant, il critique l'incompétence de Joe Biden, un thème qui revient tout au long de l'article, tout en faisant l'éloge de Donald Trump et de son administration précédente. Kellogg conclut que Joe Biden a commis des erreurs à chaque étape de la guerre et, pour être honnête, sur de nombreux points, il est difficile de nier que le général à la retraite a raison. Dans la période qui a précédé la guerre, il reproche à Joe Biden, entre autres, une stratégie inefficace de dissuasion de la Russie, qui n'incluait pas l'élément essentiel d'un réarmement réel et substantiel de l'Ukraine avant même la guerre. Selon M. Kellogg, les démocrates devraient également prendre des mesures de conciliation à l'égard du Kremlin, en repoussant par exemple de 10 ans la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. De toute façon, il est peu probable que cela se produise plus tôt, étant donné les divisions entre les membres de l'Alliance. Plus loin, il cite la gaffe de Biden en janvier 2022, qui a brouillé la perspective de venir en aide aux Ukrainiens en cas de guerre. Tout cela a poussé Vladimir Poutine vers une véritable invasion. Il est intéressant de noter que le futur envoyé spécial pour la guerre estime que si la guerre avait déjà éclaté et que les Ukrainiens se battaient à mort, les Américains auraient dû les soutenir à fond. Pour promouvoir les valeurs et les intérêts américains, le président Biden aurait dû fournir à l'Ukraine les armes dont elle avait besoin pour expulser les forces russes au début de la guerre, et utiliser toutes les formes de diplomatie pour mettre fin à la guerre, y compris les sanctions, l'isolement diplomatique de la Russie et, en fin de compte, les négociations. Kellogg critique ensuite les retards dans la livraison des HIMARS, des ATACMS, des chars et même des avions. L'aide de M. Biden était fade et sans plan. Il a fourni un plus grand nombre d'armes de pointe, mais pas suffisamment pour faire basculer la guerre en faveur de l'Ukraine. Les déclarations répétées de M. Biden, selon lesquelles il était prêt à envoyer des armes à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudrait, sans fournir de stratégie permettant à l'Ukraine de gagner la guerre ou de plan pour mettre fin au conflit, ont illustré l'intention réelle de sa politique d'utiliser le conflit comme une guerre par procuration des États-Unis contre la Russie. Le général à la retraite conclut qu'il est aujourd'hui trop tard pour corriger les nombreuses erreurs de M. Biden et que les Américains doivent mettre fin à leur participation à cette guerre, car elle représente un fardeau trop lourd pour le système de défense américain, qui devrait se concentrer sur la Chine. Il propose un plan de paix similaire à celui que nous avons cité dans le dernier épisode. Cessez-le-feu, zone démilitarisée, levée partielle des sanctions. Les Ukrainiens ne perdent pas leurs droits sur les territoires sous contrôle russe, tandis qu'une nouvelle architecture de sécurité et un accord de défense bilatéral sont définis. La reconstruction ukrainienne, quant à elle, serait financée par les taxes sur les exportations russes de matières premières, un montage financier intéressant. Néanmoins, pour être efficace du point de vue de Kiev, cette taxe devrait être élevée, de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents. Il est donc difficile d'éviter la conclusion que Kellogg est très sympathique à la lutte des Ukrainiens, mais qu'il est en même temps réaliste. Il est important de noter que son point de vue n'a pas changé au cours des derniers mois. Dans une récente interview accordée à Fox News, M. Kellogg a décrit la guerre comme la formation d'un axe hostile, Moscou, Téhéran, Pékin, Pyongyang, se nourrissant l'un de l'autre. Cet aspect de la rivalité mondiale est également souligné dans l'article précédent. En ce qui concerne l'autorisation des frappes à longue portée, M. Kellogg a rappelé que cette décision aurait dû être prise au moins 1 an plus tôt pour donner aux Ukrainiens une réelle chance de victoire. Si vous devez faire la guerre, faites-la. En fait, nous avons renoncé à laisser Zelensky mener une guerre qu'il aurait dû mener depuis longtemps. Les avantages qu'il avait l'été dernier n'existent plus, a-t-il déclaré. Qu'est-ce que tout cela nous apprend? Kellogg n'est pas la personne que l'on choisit pour un tel poste si l'on veut mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, sans regarder quoi que ce soit. Au contraire, il est beaucoup plus proche d'un profil de faucon que, par exemple, Jake Sullivan. Le thème de la négociation en position de force revient souvent dans ses discours. Revenons maintenant au motif de l'escalade progressive.
La Russie engage l'ensemble de son appareil d'État, de son économie et de sa population pour accabler l'Ukraine avant d'éventuels pourparlers de paix. Dans le même temps, l'annonce d'un changement d'administration aux États-Unis, qui parle haut et fort de mettre fin à la guerre, se fait entendre. En outre, au bout d'un certain temps, nous apprenons qu'une importante tranche d'aide est accordée à l'Ukraine et que celle-ci est autorisée à frapper la Russie de plein fouet avec des missiles ATACMS et d'autres missiles à longue portée contenant de la technologie américaine. Au bout d'un certain temps, la Russie répond par une frappe IRBM, arme balistique à portée intermédiaire capable de porter des ogives nucléaires, sur le Dnieper, et lance une autre attaque massive de missiles sur le secteur énergétique de l'Ukraine. Revenons à Kellogg. Interrogé sur la récente attaque IRBM, le général à la retraite a estimé à juste titre qu'il s'agissait d'un jeu psychologique dans lequel il ne faut pas céder. En revanche, dans le cas de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée sur le sol russe, Kellogg a exprimé l'espoir que cette décision avait été consultée par Michael Waltz et Donald Trump. Mais il ne savait pas, à l'époque, si cela avait eu lieu. Entre-temps, Waltz confirme explicitement qu'il existe bien une unité administrative entre les deux cabinets. Les principaux conseillers en sécurité nationale du président élu Donald Trump et du président sortant Joe Biden travaillent main dans la main pour présenter un front uni contre les adversaires des États-Unis pendant la transition présidentielle, a déclaré dimanche le conseiller de Trump, Mike Waltz. Lit-on dans une dépêche de Reuters. En d'autres termes, cela signifie que Trump et consorts se sont mis d'accord, officieusement, pour augmenter l'aide à l'Ukraine et accroître la pression sur la Russie. Le silence de Trump, qui profite généralement de l'occasion pour critiquer ses adversaires politiques, pourrait également en témoigner. Kellogg admet carrément qu'une telle démarche donne à Trump plus de poids face à la Russie, implicitement avant les négociations. En revanche, dans une interview donnée en juillet, Kellogg a effrayé les Russes en déclarant « Nous avons encore beaucoup de matériel dans nos entrepôts, y compris en Allemagne, dont nous pouvons nous débarrasser. » L'Ukraine a reçu 31 chars Abrams, alors que nous avons des centaines. Nous avons des centaines de véhicules blindés de transport de troupes M113, des avions A-10, et nous pourrions donner tout ça à l'Ukraine. Ainsi, Trump, Kellogg et les autres sortent le bâton avec lequel ils assènent des coups de plus en plus durs au Kremlin, préparant en quelque sorte le terrain pour des négociations en position de force. Disposant de peu d'outils d'escalade, la Russie a régulièrement recours au seul qui fonctionne encore contre l'Occident, le chantage nucléaire. Le 21 novembre, la Russie a attaqué l'Ukraine avec un missile que l'on a d'abord cru être un ICBM ou missile balistique intercontinental. La cible était la ville de Dniepr et l'usine Popivdenmash qui est implantée et qui produit notamment des systèmes de propulsion de fusées. Dniepr, anciennement connu sous le nom de Dnipropetrovsk, était le centre de production de missiles balistiques soviétiques pendant la guerre froide et était surnommé Rocket City, ville des fusées. Cette frappe était une réponse aux premières attaques ATACMS menées par les Ukrainiens sur le territoire russe le 19 novembre. Les images disponibles depuis lors montrent que les missiles contenaient 6 sous-munitions qui en contenaient 6 autres, soit un total de 36. Il est possible que ces sous-munitions ne contenaient pas d'explosifs. L'énergie délivrée par les projectiles se déplaçant à Mach 10, soit 12 000 km/h, aurait été très élevée. Au fil du temps, il est apparu clairement que l'Oreshnik, comme l'appelaient les Russes, n'était pas un ICBM, mais un IRBM, c'est-à-dire un missile balistique à portée intermédiaire. Après l'attaque des installations d'armement, M. Poutine a averti que la prochaine cible de l'Oreshnik pourrait être les centres de décision à Kiev. S'exprimant lors du sommet de l'Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC, à Astana, M. Poutine a déclaré que le commandement militaire russe était en train de sélectionner des cibles en Ukraine pour les frapper avec l'Oreshnik. Il a ajouté que l'attaque était comparable à une frappe nucléaire et qu'une fois que les missiles à longue portée ont été mis à la disposition de l'Ukraine, le conflit a pris une dimension mondiale. Dans les jours qui ont suivi, la Russie a également intensifié ses bombardements sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, lançant 200 frappes aériennes de différentes natures. La frappe d'Oreshnik et les menaces qui ont suivi sont une répétition d'une menace nucléaire sans utilisation directe de ces armes. Il s'agit d'une évolution importante, car l'autorisation donnée à Kiev de frapper profondément l'arrière-pays russe
constitue un précédent très dangereux pour Moscou. L'utilisateur Daniel B. du portail Tochny a publié une analyse détaillée des conséquences de l'octroi aux Ukrainiens de la capacité d'attaquer les cibles à l'intérieur de la Russie. Sur cette carte, on peut voir la portée des missiles ATACMS, environ 300 km, et des missiles SCAP Storm Shadow. En ce qui concerne les missiles européens, il existe une certaine incertitude quant à leurs spécifications. Le modèle d'exportation a une portée d'environ 250 km, mais les Ukrainiens ont très probablement obtenu les missiles à partir des stocks britanniques et français. Ces derniers ont une portée de 560 km, à moins qu'ils n'aient été modifiés pour correspondre à la norme d'exportation. En théorie, la portée de 700 km du Taurus allemand pourrait également apparaître sur la carte. Mais les Allemands ont choisi de ne pas fournir cette arme aux Ukrainiens. Il est important de noter que les Ukrainiens étaient déjà capables d'atteindre toutes ces cibles situées à cette distance, avec des drones tels que l'outil, dont la portée revendiquée est de 1000 km. On soupçonne toutefois qu'il peut voler encore plus loin, comme le montrent les attaques sur Mourmansk. Ce qui est important, cependant, c'est que les ATACMS et les Storm Shadow Scalp sont équipés de systèmes de guidage avancés, GPS, INS, qui garantissent une grande précision. La précision de l'impact est souvent sous les 10 mètres. En outre, la force cinétique de l'impact permet une pénétration beaucoup plus importante de la cible. Le UT est donc adapté à l'attaque de cibles molles, telles que les raffineries sensibles, mais pas les centres de commandement et les dépôts fortifiés. Par conséquent, comme nous le lisons dans l'analyse de Tochny, les armes de frappe à longue portée offrent plus qu'une simple valeur tactique sur le champ de bataille. Elles permettent d'obtenir des effets stratégiques qui vont au-delà des combats individuels en atteignant des cibles critiques derrière les lignes ennemies. L'auteur identifie un certain nombre de cibles potentielles qui pourraient être victimes des armes occidentales. Les arsenaux d'armes 19 et 67, qui se trouvent par exemple à portée des ATACMS. Les nœuds ferroviaires seraient également des cibles précieuses, de même que les bases aériennes, telles que Chaïkovka et Voronezh-Malchevo. En revanche, la portée du Storm Shadow Scalp lui permet de frapper encore plus profondément sur des cibles situées autour de Voronezh, Saratov ou Kazan. Notamment, le 68e arsenal Grau, situé dans le sud-ouest de la Russie, se distingue comme l'un des dépôts de munitions les plus importants et les plus modernisés, avec 31 nouvelles contre-mesures électroniques, ECM, et 5 ECM datant de l'ère soviétique, peut-on lire dans le rapport. Si l'Allemagne décidait de livrer les Taurus, la région de la mer Caspienne, d'Ekaterinbourg ou même de Moscou se trouverait soudain à portée d'armes à longue portée. Les arguments en faveur de la fourniture à l'Ukraine d'armes de frappe à longue portée telles que les ATACMS, Storm Shadow Scalp et éventuellement Taurus ne sont pas simplement d'ordre tactique, mais stratégique, car elles permettent de lutter contre les multiples dimensions du conflit en cours. Ces armes permettent à l'Ukraine de compenser ses désavantages en termes de nombre et de ressources en ciblant les infrastructures critiques, la logistique et les structures de commandement à l'intérieur du territoire contrôlé par la Russie, en perturbant les lignes d'approvisionnement, en dégradant les capacités de commandement et de direction de l'ennemi, et en entravant les opérations militaires loin des lignes de front. Les LRS peuvent remodeler la dynamique du champ de bataille en faveur de l'Ukraine, lit-on dans le résumé du rapport. On sait que peu après avoir reçu l'autorisation, les Ukrainiens ont attaqué l'aéroport de Kalino avec des ATACMS, entre autres. Cette séquence montre le moment de l'attaque. Cependant, après cette concession, les Américains attendent une autre concession de la part des Ukrainiens. Il les presse d'abaisser l'âge de la conscription à 18 ans, selon Reuters. Aujourd'hui, il est de 25 ans. L'abaissement de l'âge de la conscription signifierait probablement l'ouverture d'un bassin de plus d'1 million de nouvelles recrues potentielles, mais le prix à payer serait élevé. Il s'agirait de mettre en jeu l'avenir de la nation. La question qui se pose est la suivante. Si Trump veut mettre fin à la guerre immédiatement, pourquoi se soucierait-il de l'abaissement de l'âge de la conscription? La réponse la plus logique est parce qu'il veut pressurer les Russes autant que possible afin qu'il n'ait pas d'autre choix que d'accepter les conditions fixées par Washington. Un élément qui n'a certainement pas échappé à l'attention des États-Unis est l'état de l'économie russe. Ceux qui banalisent la question de l'économie russe ont tendance à la présenter comme une sorte de monolithe qui a résisté à la pression des sanctions et a même rendu l'État et son économie plus forts qu'ils ne l'étaient. Les dirigeants de certains pays, comme Viktor Orban, ont également adhéré à ces récits. Entre-temps,
l'économie russe est devenue un moteur qui peut exploser à tout moment. Ces informations proviennent directement de la source, c'est-à-dire de la directrice de la Banque centrale russe, Elvira Nabiullina. Presque toutes les ressources disponibles dans l'économie russe sont déjà utilisées, a déclaré Elvira Nabiullina, directrice de la Banque centrale, devant la Douma d'État. Lorsque l'économie atteint les limites de ses capacités de production, mais que la demande continue d'être stimulée, la stagflation se produit, a déclaré Mme Nabiullina. En d'autres termes, il y a à la fois récession et hausse de l'inflation. La situation difficile de l'économie russe était particulièrement évidente le 27 novembre, lorsque nous avons assisté à une remontée du taux de change du rouble qui a culminé à 114 roubles pour un dollar américain. Globalement, le rouble s'est déprécié de 25% depuis le début du mois d'août. En conséquence, la Banque de Russie a suspendu tous les achats de devises jusqu'à ce que le rouble revienne à son niveau normal. Aujourd'hui, le rouble est à son plus haut niveau depuis le choc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le portail de la RBK nous rappelle que la Banque centrale peut activer un outil dont elle dispose dans son arsenal pour atténuer les processus économiques négatifs, l'augmentation des taux d'intérêt. Aujourd'hui, il s'élève à 21%. Jusqu'où doit-il aller? Selon les analyses de la RBK, jusqu'à 30%, voire 40% au plus. Mais il est peu probable que l'économie puisse supporter un tel niveau de taux d'intérêt. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là, bien sûr. L'inflation officielle est de 8%. L'inflation officieuse avoisine les 20%, d'où le taux d'intérêt de 21%. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. 73% des entreprises faisant état d'un manque de personnel. Que fait donc le Kremlin? Il annonce une augmentation de 25% des dépenses militaires d'ici à 2025, ce qui constitue un nouvel acte d'escalade, cette fois de la part de Moscou. Un autre signe de l'état militariste dans lequel se trouve aujourd'hui la Fédération de Russie. Pendant ce temps, de telles créations tentent de repousser cette énergie offensive hors d'elles-mêmes jusqu'à ce que leurs sources implosent. Il semble que les Européens soient de plus en plus au courant des plans de Washington et que leur rôle pour forcer la Russie à négocier ou à trouver des solutions après le cessez-le-feu soit discuté. Dans ce contexte, le journal français Le Monde a commencé, ou peut-être recommencé, à envisager l'envoi de troupes européennes en Ukraine. Cela concorde avec les déclarations de l'administration Trump sur la sécurisation d'un éventuel gel de la ligne de front avec des troupes européennes. Selon le journal, cette question a récemment été discutée sur l'axe Paris-Londres. Cela coïncide également avec les annonces de l'administration Trump, selon lesquelles elle obligera les Européens à assumer la responsabilité de la situation sécuritaire en Ukraine après le cessez-le-feu. Alors, comment s'y retrouver? L'élément X, Donald Trump et ses collaborateurs, apportent avec eux beaucoup d'incertitudes et d'imprévisibilité. Cependant, il devient de plus en plus certain que, surprise, surprise, il veut donner des ordres à tout le monde. La nomination de Kellogg montre que Trump veut résoudre la guerre en des termes strictement définis, ce qui ne plaira pas nécessairement au Kremlin. Il en résulte une escalade, avant même que Trump ne prenne place à la Maison-Blanche. Si les ressources d'escalade de l'Ukraine sont bien moindres que celles de la Russie, les États-Unis disposent néanmoins d'un certain nombre d'outils pour faire monter les enchères. Livraison d'armes, renforcement de l'entraînement, colmatage des brèches dans les sanctions, pression sur les alliés de Moscou, etc. Pour Moscou, outre l'envoi de sa propre population à l'abattoir et les pèlerinages à Pyongyang pour s'approvisionner en armes, le seul outil restant est le chantage nucléaire. Une intensification de la narration nucléaire est donc très probable. Et peut-être d'autres tentatives d'attaque avec Oreshnik, y compris peut-être sur Kiev. Si le gouvernement Zelensky croit au plan Peace through Escalation de Trump, s'il se déroule réellement de cette manière, il pourrait théoriquement le soutenir en abaissant l'âge de la conscription pour jouer les va-banques dans les derniers mois avant les négociations. Mais il faudrait qu'il ait davantage confiance en une administration républicaine qu'en celle de Biden, sous laquelle il ne voulait pas faire un tel sacrifice. 2025 sera-t-elle l'année de la fin de la guerre? Si nous étions tentés de donner un avis personnel, nous dirions oui. Mais nous évaluons la probabilité d'un tel scénario à 51%. D'autre part, pour les 49%, il y a de plus en plus de signes que l'élaboration d'un plan de paix sera un processus encore plus violent que celui auquel nous avons assisté ces derniers mois.
Au cours de cette forge, il peut s'avérer que les Russes sont réticents à accepter les conditions offertes par Washington en raison d'un certain nombre de facteurs, principalement internes, et de leur avantage actuel sur la ligne de front. Les Américains se rendront compte qu'ils peuvent obtenir de bien meilleurs résultats en exerçant une pression relativement plus forte pour leur potentiel et en attendant quelques mois de plus qu'en réclamant la fin de la guerre, ici et maintenant. Quant au point A, les Russes ont déjà fait savoir qu'ils rejetteraient les propositions initiales des Américains. Le magnat russe Konstantin Malofeyev, proche du Kremlin, l'a confirmé au FT. Kellogg vient à Moscou avec son plan. Nous le prenons et nous lui disons d'aller se faire voir, parce que nous n'aimons rien de tout cela. Ce serait toute la négociation. Pour que les discussions soient constructives, nous devons parler non pas de l'avenir de l'Ukraine, mais de l'avenir de l'Europe et du monde. Et si cela ne se produit pas alors? Vous l'avez deviné, la Russie utilisera des armes nucléaires. Malofeyev menace d'utiliser une charge nucléaire tactique. Nous voulons une paix à long terme, une sorte d'accord général sur l'ordre mondial, conclut l'oligarque russe. Avec de telles pertes auto-infligées et un État en décomposition, la Russie n'est pas intéressée par quelques régions de l'Ukraine. Elle s'est lancée à corps perdu et joue le tout pour le tout. Les exigences russes peuvent pousser les Américains vers un scénario B, c'est-à-dire plus de pression et d'attente de la part du Kremlin, ce qui peut être plus bénéfique qu'une paix immédiate à n'importe quel prix. Et nous voulons dire de meilleurs résultats du point de vue de l'intérêt américain dans la lutte contre l'axe des quatre, non seulement de la Russie, mais aussi et surtout de la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Il ne fait aucun doute que la Russie est un nœud clé pour les quatre, les reliant non pas que géographiquement. Nous avons également avancé cette thèse dans notre synthèse géopolitique il y a un an. Ici, cependant, nous revenons à la question de savoir dans quelle mesure la nouvelle administration Trump pourrait craindre un effondrement complet de la Russie et tenter de l'empêcher de manière prophylactique aux dépens de l'Ukraine, ce qui était le principe directeur de la politique Biden-Sullivan. Bien sûr, chasser la Russie de l'Ukraine ne signifie pas nécessairement que cette dernière s'effondrera, mais les chances que cela se produise seraient plus grandes que lors du rassemblement de Prigojine. Bien que l'Ukraine soit la partie la plus désavantagée dans cette guerre, elle ressemble à une feuille dans le vent, qui volera là où le vent soufflera. S'agira-t-il d'un vent fort et chaud venant de l'ouest qui la poussera vers l'est, ou d'un courant froid venant de l'est? Nous le saurons probablement en 2025.